Bonjour à tous et on est ravis de vous accueillir dans ce point d'étape de notre grande cause que vous suivez depuis le début, sur lequel vous êtes impliqués, parfois impliqués quasiment tous les jours pour certains, parfois très épisodiquement. Donc c'était vraiment le bon moment de faire un point, de vous dire où on en était et puis surtout de collaborer le plus possible, à la fois pour la cause commune, qui fait que vous êtes autour de la table aujourd'hui, à la fois pour les actions qu'on va vous présenter, puis à la fois pour vos actions à vous, comment est-ce qu'on peut vous aider. Donc, je vais commencer par faire un point sur la présentation de la coalition qui a été mobilisée. Donc ça, c'est celle qui est là depuis le départ. Les partenaires fondateurs sont là, étaient là l'année dernière quand on a annoncé le plan d'action. Ceux que vous voyez de façon nouveau qui n'étaient pas là, c'est ce qu'on appelle les partenaires actions, c'est-à-dire ceux qui sont directement impliqués sur les actions qu'on va regarder, qui parfois étaient déjà là, parfois n'étaient pas là. Et ça fait partie de tous les écosystèmes qu'on a créés autour des actions pour les rendre possibles. Puis les partenaires institutionnels et médias qui étaient là aussi depuis le début. Et puis enfin, les partenaires experts qui sont en fait ceux qui savent de quoi on parle, en fait, qui sont vraiment les acteurs de terrain, qui nous ont fait confiance au départ, qui nous ont rejoints, comme je le disais, de façon parfois un peu très impliquée, ou parfois vous avez un lien un peu distancié. Et on a une personne chez nous qui du matin au soir ne pense qu'à vous. Et je vais accueillir Mélanie, qui a quelques mots à vous dire. Mélanie qui est en charge justement de toutes ces coalitions de partenaires experts. Oui, merci Axel. Bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, je suis Mélanie Dian, je suis responsable de l'animation des communautés d'action. Donc, j'anime toute la coalition de partenaires et vous me connaissez notamment à travers les newsletters que vous recevez régulièrement dans votre boîte mail. L'objet de ces newsletters, c'est de pouvoir vous informer tout au long de la grande cause, de l'actualité de la grande cause, mais aussi de vos actualités à vous. Donc, n'hésitez surtout pas à me faire part de vos éventuelles actualités, de vos prochains événements, pour qu'on puisse les partager à l'ensemble de la coalition de partenaires. Nous sommes vraiment là à votre écoute. Et si jamais vous avez des retours à me faire concernant les newsletters, n'hésitez pas à me contacter, soit par téléphone, soit par mail. Vous trouverez mes coordonnées dans chacune des newsletters. Merci Mélanie. Donc, en fait, c'est très important. Il faut que vous sachiez qu'on a vraiment cette tension sur des actions qu'on met en œuvre, mais qu'on a aussi également un but qui est de vous aider. Et donc, on le fait tant qu'on peut, mais peut-être pas assez. Enfin, n'hésitez pas à revenir et à partager avec nous tout ce qu'on pourrait faire de plus pour vous. Alors, je vous rappelle comment fonctionne la grande cause. Bon, ça, vous le connaissez par cœur, mais je vais quand même le répéter. C'est ce fonctionnement en 3 étapes. La première étape, c'est l'étape de la consultation qui a eu lieu il y a un bout de temps maintenant et qui, dans le cadre des aînés, avait eu effectivement un volume de participants très important. Il nous avait permis de déterminer je dirais une grille de consensus sur lequel on pouvait travailler. En 2018, on a eu 415 000 participants. C'était à ce moment-là la plus grosse consultation qu'on avait jamais faite. Ensuite, on a travaillé pendant plusieurs mois pour déterminer les 10 actions qui composent le plan d'action qu'on a révélé il y a 1 an. Et depuis maintenant 1 an, et pour 1 an encore, on est, je dirais, tendu sur la mise en œuvre de ce plan d'action. On va voir pas mal de choses qui ont avancé par rapport à ce que vous avez vu il y a 1 an, et ça va être le cœur de ce qu'on va vous raconter aujourd'hui. Alors, je vous rappelle le plan d'action. Le plan d'action sur lequel on est parti, il se structurait autour de 4 grands piliers. Le renforcement du maintien à domicile, repenser et améliorer les lieux de vie, mieux informer et soutenir les aidants et mobiliser les proches aidants et leurs entourages. Et puis, sur ces piliers, on avait comme ça un certain nombre d'actions. Tous engagés contre l'isolement est une action qui est arrivée un peu plus tard parce qu'elle a été très générée par le Covid.
on va tous les passer en revue, mais je vous les resitue rapidement. Et c'est une action pour aider d'accompagner l'association des petits frères des pauvres dans l'utilisation de tablettes pour lutter contre l'isolement. On en parlera plus tard. Cybermarché, c'est le fait de pouvoir rassembler tous les outils qui facilitent le maintien à domicile, et en particulier les outils techno. Et mieux c'est choix, c'est d'accélérer tous les systèmes qui permettent d'adapter son logement au maintien à domicile. Repenser à améliorer le lieu de vie, il y en a deux. Il y a colocation solidaire, qui est le développer extensivement, si le mot est adéquat, la colocation solidaire en France. Et puis, il y avait un grand concours Habitascopie qu'on a mis de côté pour le moment, parce qu'on n'a pas réussi à trouver le fonctionnement pour que ça puisse marcher. Le troisième pilier, c'était sur l'information et le soutien des aidants. Et là, on a eu 4 actions. On a Qualification Aidant, qui est un système de formation extrêmement simple et qualifiant qui permet aux aidants non seulement d'avoir le b.a.-ba de l'aidance, mais également d'avoir une qualification qu'il peut utiliser et qui devient un acquis professionnel. Nouveau regard sur les aidants, c'est un programme court autour des aidants et des aidés. Ma boussole aidant, c'est le portail de référence de tous les services qui vont pouvoir aider les aidants. Et Écoute Aidant, c'était un numéro unique pour les aidants. Écoute Aidant, nous l'avons mis de côté parce qu'il se trouve que c'est une des actions qui va être mise en place par le gouvernement. On n'a pas besoin de compléter ça de notre côté. Et puis sur mobiliser les proches, les entourages, on avait eu une action qui était entreprise pour les aidants. Entreprise pour les aidants, c'est comment faire en sorte que les entreprises s'adaptent pour pouvoir accompagner les aidants de façon en tenant compte de leur situation. Alors c'est vrai dans les grands groupes, mais là, l'enjeu, c'est particulièrement les PME, les TPE. Comment est-ce qu'on peut faire pour changer la vie professionnelle des aidants? Voilà les actions sur lesquelles on a travaillé. Alors, ce qui nous semble intéressant, c'est de partager avec vous, au-delà de ces actions, finalement, quelle était la stratégie que nous menions derrière, c'est-à-dire quelle était la manière dont on articulait et on mettait en cohérence ces différentes actions. Alors, voilà. Donc, en fait, on a une manière de raconter ce plan-là, c'est de considérer qu'on a... C'est presque un travail presque marketing et c'est volontairement fait comme ça. C'est qu'on a deux objectifs principaux qui sont les aidants et les aînés, qui sont vraiment deux populations sur lesquelles on a envie d'apporter un impact fort, cohérent avec la consultation. Qu'est-ce qu'on a comme toutes les actions qu'on a sont soit des actions qui vont être directement sur les aidants, comme entreprise pour les aidants, qualification et nouveaux regards, soit des actions qui vont être exclusivement pour les aînés, comme tous engagés contre l'isolement, soit des actions qui sont à la rencontre des deux, parce que si on prend par exemple ce qui permet de retrouver tous les produits qui aident pour rester chez soi, on est vraiment sur une démarche qui est à la rencontre de l'aidant et de l'aîné. Et c'est le même cas pour Mieux chez soi et colocation solidaire. Donc ça, on a juste classé, je dirais, les actions. En fait, ce qui est peut-être plus intéressant, c'est de voir un petit peu là ce que permet Ma boussole aidant, qui est en tant que portail de référence autour de l'aidant, va être non seulement un service très très fort pour aider les aidants à accéder à tous les services sur leur territoire, hein, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est également en position de portail de référence une occasion unique aussi d'accélérer et de démultiplier l'usage des autres actions. Donc il y a vraiment une stratégie un peu globale qui d'ailleurs se manifeste sur ce tableau-là, en comment est-ce qu'on va générer de l'usage, parce que toutes ces actions ne sont intéressantes que si finalement elles deviennent massives, si finalement elles deviennent décisives. Et c'est là où en fait on a cet effet de concentrer sur la partie aidance vraiment beaucoup de marketing pour que Ma boussole aidant devienne vraiment référent, de façon à son tour à pouvoir nourrir
les actions comme qualification aidant, comme entreprise pour les aidants, Silver Marché, Mieux chez soi et solidaire. En parallèle, sur la partie aînée, en revanche, on va travailler sur des activations qui vont être communes aux actions propres aux aînés que sont Silver Marché, Mieux chez soi et Colocation solidaire, et notamment qui vont s'appuyer sur seulement des campagnes en tant que telles, mais également, et c'est juste des illustrations de possibilités, des relais par des communautés préexistantes qui sont en contact avec les aînés, puisque avec les aînés, on a ce fait systématique qui est qu'il y a vraiment un enjeu de confiance qui font qu'il faut trouver l'espace pour que les aînés aient confiance dans les différents dispositifs qu'on met en place. Puis il y a deux actions qui sont un peu à part, qui portent leur propre usage, je dirais. C'est Tous engagés contre l'isolement, un nouveau regard pour les aidants. Donc, le but aujourd'hui, ça va être de rentrer dans les différentes actions, mais c'est important parce que de partager avec vous ce dispositif, parce qu'on s'aperçoit qu'au-delà d'être des actions éparpillées, peut-être très pertinentes et peut-être très impactantes, la réalité, c'est que c'est une transformation systémique qu'on essaye de mettre en place avec vous, c'est-à-dire vraiment de maximiser les synergies entre les actions de façon à ce que effectivement le traitement des aînés évolue pour le bien en France. Voilà, j'ai un peu trop parlé, je suis désolé, et je vais laisser la parole à Tani, qui est responsable des opérations de Make Daughter Foundation, notre fonds de dotation, et qui est en charge de la mise en œuvre des actions, qui a travaillé très très dur depuis un an à faire avancer toutes ces actions et qui maintenant va vous les présenter. Tani, c'est à toi. Merci Axel. Bonjour à tous. Alors effectivement, je suis depuis un an aux manettes de ce grand programme d'action. Aujourd'hui, vraiment un point important pour nous, un premier bilan au bout d'un an pour voir où on en est dans les différentes actions, malgré une crise sanitaire, malgré l'année complexe qu'on a pu vivre aujourd'hui. On va y aller étape par étape. Avant de rentrer dans les actions de manière détaillée, je voudrais donner la parole à Cécile Wang-Van de Clésia, un partenaire fondateur ainsi qu'un partenaire action sur les actions, qui est partenaire à la fois sur Ma Boussole Aidant et sur Entreprise pour les aidants. Cécile, es-tu là? Oui, j'active ma caméra. J'arrive. Ah non, elle a été désactivée, donc c'est bon. Alors, bonjour à tous. Déjà, merci de nous donner l'opportunité de prendre la parole. Clésia donc, est un groupe de protection sociale. Nous assurons la retraite complémentaire, la santé et la prévoyance. Et dans ce cadre-là, nous gérons la retraite de près de 2 millions de retraités. Et nous les accompagnons parfois aussi au travers de notre action dans leurs aléas de la vie. Ça fait donc partie de notre vie. Et également, surtout, d'accompagner leurs proches aidants dans leur quotidien. Et c'est un sujet donc, qui nous est très cher chez Clésia, d'accompagner les aidants. Et nous avons souhaité axer notre contribution justement sur le sujet de Ma Boussole Aidant qui vous sera présenté juste après par Virginie Guilagut. Donc, c'était un sujet qui nous était vraiment très cher pour Clésia et nous avons vraiment souhaité être partenaire fondateur dès le début de la grande cause. C'est à peu près tout. Merci beaucoup Cécile. Eh bien, sans plus attendre, je propose à Virginie Guilagut de prendre la parole pour nous présenter Ma Boussole Aidant, le portail de référence qu'on accompagne depuis le mois de janvier sur son déploiement opérationnel. Mais dis-nous en plus, Virginie. Ouais, bonjour à toutes et à tous et ravi d'être parmi vous ce matin. En effet, il y a 2 ans, Clésia prenait l'initiative de construire un vaste programme pour mieux accompagner les aidants. Il y a 2 ans, nous sommes rentrés en expérimentation avec un beau service digital, Ma Boussole Aidant, qui
portait la promesse de centraliser l'accès aux informations, solutions et aides disponibles en proximité pour tous les aidants, leurs proches et les professionnels qui au quotidien œuvrent à leur côté, pour leur faire gagner du temps et de l'énergie en leur apportant des réponses claires, fiables et personnalisées en lien avec leur situation. C'était il y a 2 ans, le démarrage de cette expérimentation. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de vous annoncer que malgré le contexte, eh bien, nous avons passé une étape assez importante puisque nous avons créé une société coopérative, Ma Boussole Aidant, qui a vocation à porter sur le long terme eh bien, l'ambition de faire de Ma Boussole Aidant un service d'intérêt général mis en fait au service de tous, comme un bien commun accessible par tous d'ores et déjà à l'adresse maboussoleaidant avec un s.fr, de manière à être présent pour les 11 millions d'aidants qui au quotidien cherchent à savoir ce qui est disponible pour eux et leurs proches, avec un souci bien entendu d'œuvrer en faveur du maintien à domicile le plus longtemps possible pour nos aînés dans des conditions de qualité et également d'agir en prévoyance et en prévention de la dégradation de la situation des aidants pour qu'eux-mêmes prennent conscience de ce qui existe pour eux. Ce que je vous propose, c'est de découvrir Ma Boussole Aidant au travers d'une petite vidéo d'1 minute qui va vous être projetée et après je reprendrai pour vous partager nos enjeux du moment. Tout de bruit. Chaque jour, plus de 8 millions de personnes prennent soin d'un proche. En cause, la maladie, l'âge ou le handicap. Le quotidien des aidants peut être un parcours du combattant qui épuise physiquement, psychologiquement et isole parfois. Je l'écoute, m'informe pour comprendre, cherche des personnes fiables. Je n'ai pas assez de temps pour ma famille, pour ma vie professionnelle. Je suis trop loin. Je m'inquiète. J'ai besoin d'y voir plus clair. M'orienter et m'informer est une nécessité. Ma boussole aidant me permet de trouver des solutions de proximité et personnalisées. Oui, personnalisées, pour mon proche et moi. Je peux faire le point sur notre situation et trouver des solutions, connaître les aides financières auxquelles je peux prétendre et parcourir le témoignage d'autres aidants qui traversent ces moments de vie. Ma boussole m'oriente vers des gens formidables qui nous accompagnent, nous permettent de souffler parfois et nous rassurent souvent. Ma Boussole Aidant est ouverte à tous et vise à réunir ceux qui agissent pour les aidants et leurs proches sur le terrain. Il s'agit d'acteurs associatifs, institutionnels ou d'entreprises qui œuvrent au quotidien dans les territoires. Venez consulter et contribuer sur maboussoleaidant.fr. Alors en effet, nous aussi, à l'instar de ce qui vous a été présenté tout à l'heure par Axel, nous souhaitons faire coalition autour de Ma Boussole Aidant pour en faire la plateforme de référence qui agrège tout ce qui existe et pour éviter ce parcours du combattant que nous connaissons tous, lié à l'éparpillement des informations pouvant intéresser les aidants et leurs proches aînés. Aujourd'hui, vous voyez au moins une trentaine d'acteurs associatifs, publics, privés, des fondations sont à nos côtés et contribuent d'ores et déjà, chacun à leur manière, à co-construire la proposition de valeur de Ma Boussole Aidant et à l'accompagner dans ce que je vais vous présenter sur la slide suivante, à savoir son enjeu de passage à l'échelle. Aujourd'hui, on vous l'a dit, Ma Boussole Aidant existe, le parcours existe, il y a d'ores et déjà une vaste base de données sur laquelle s'appuie Ma Boussole Aidant pour renseigner les aidants et leurs proches.
Notre enjeu, c'est de passer à l'échelle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous avons maintenant besoin de créer de l'usage, un usage massif et impactant pour les aidants. Et pour cela, il faut retenir 4 choses. Nous devons constamment améliorer le référencement des structures pour agréger tout ce qui existe et devenir vraiment le lieu centralisateur de l'information. Notre deuxième enjeu, c'est d'être légitimé et affirmé comme cette solution de référence sur la place publique en engageant à nos côtés une coalition la plus large possible, fédérant toutes les énergies et toute la connaissance. Enfin, il va falloir que nous nous fassions connaître des aidants, de tous, et nous avons un gros enjeu de notoriété et de communication. Et puis enfin, nous devrons constamment continuer à enrichir les fonctionnalités et les contenus de notre produit. Et pour cela, nous avons une feuille de route ambitieuse en lien avec les besoins des aidants et de leurs proches. Concrètement, si on passe à la diapositive suivante, nous avons traduit ces défis de manière chiffrée. Nous avons aujourd'hui une base de données qui embarque 25 000 structures référencées, 25 000 typologies, 25 000 solutions qui se déclinent en différentes typologies de solutions pour, à 360 degrés, apporter des réponses aux binômes aidants-aînés. Nous souhaitons doubler la taille de notre base de données pour qu'elle soit extrêmement robuste et large. Nous souhaitons élargir nos champs de coopération, notamment avec les principaux acteurs publics que sont la CNSA, la CNAV, la CCMSA, le CIH, pour qu'ils viennent nous appuyer dans la légitimation de ma boussole. Nous souhaitons créer de l'usage. Si on considère qu'il y a 11 millions d'aidants à horizon 2025, nous souhaiterions que ma boussole soit utilisée par environ 2,5 millions de ces derniers. Et puis enfin, nous souhaitons chaque année embarquer de nouveaux services et de nouvelles briques. Et nous poursuivons l'objectif pour qu'en 2021, de nouveaux services, Mon compte aidant et la communauté aidant figurent parmi les évolutions majeures de notre produit. Alors, une fois qu'on a dit ça, concrètement, comment pouvez-vous nous aider? Qu'est-ce qui est possible de faire? Déjà, rejoindre la cause, s'inscrire dans l'élargissement de notre sociétariat. Ma boussole aidant, c'est une société coopérative. Son principe même, c'est de fédérer en son sein toutes les énergies souhaitant rejoindre cette cause. Donc, si vous souhaitez rejoindre notre sociétariat, n'hésitez pas à vous manifester, à me contacter. Vous pouvez également mettre en visibilité et parrainer ma boussole aidant en le mettant en visibilité dans vos propres réseaux et dans vos écosystèmes. Vous pouvez également nous aider à recueillir des données qualifiées ou à nous partager des jeux de données qualifiés dont vous disposez. Et puis, bien sûr, mettre en visibilité notre solution à destination des aidants, des prescripteurs, des professionnels, dans l'entreprise, tous les vecteurs de mise en visibilité qui nous permettront de passer à l'échelle et d'être impactants. Et puis enfin, nous sommes toujours très allants pour nous mettre dans des dispositifs de co-construction en écosystème ouvert pour penser nos prochaines étapes, enrichir notre produit et le faire en lien avec ceux qui vivent cette situation d'aidance et en lien avec les professionnels également de terrain qui comprennent également très bien le parcours du combattant des aidants lorsqu'il s'agit d'identifier des solutions activables en proximité. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Et il reste à votre écoute si besoin pour répondre à vos questions. Merci beaucoup Virginie pour cette très belle présentation. Peut-être terminer simplement avec quelques chiffres, vous dire
où on en est sur ce projet. Daphné, si tu peux passer à la slide suivante, effectivement, on a fait simplement un petit récap depuis qu'on vous accompagne sur ce projet passionnant qui est Ma boussole aidant. On en est aujourd'hui à plus de 25 000 structures référencées. Le début de ce projet de déploiement, il a eu lieu en Bretagne, sur lequel il y a 1000 structures référencées. On a embarqué les conseils départementaux, l'ARS Bretagne, tout ça est en cours. Il y a eu un énorme travail des équipes Wavestone et de nos équipes internes en soutien à l'équipe de Ma boussole pour aller chercher les commissions régionales de concertation d'action sociale, les CRCAS, qui vont être des vrais soutiens, des vrais leviers pour le déploiement national. Ils ont tous été embarqués. D'ailleurs, le dernier date la fin de semaine dernière. Donc, on attaque l'année 2021 de manière très enthousiaste, très ambitieuse, avec une vraie volonté de déployer grâce à ces relais qui ont été créés cette année, en apprenant de l'expérience bretonne et avec très certainement l'organisation d'une visite de Madame la ministre Bourguignon, chargée d'autonomie en Occitanie prochainement. Voilà, donc une année assez riche et une année 2021 encore plus riche qui nous attend. Merci Daphné. Donc, je ne vais pas redire ce que Virginie vous a dit. Si le projet vous intéresse, vous souhaitez vous impliquer, vous faire référencer, n'hésitez pas à nous contacter. On fera le lien avec les équipes. Et s'il y a des réactions également, n'hésitez pas à les noter, à les envoyer aux équipes pour qu'on puisse rebondir tout à l'heure. Et sans plus attendre, je vais vous proposer qu'on avance sur le projet Tous engagés contre l'isolement. On va donner la parole à Nicole Hickel, présidente de Petits Frères des Pauvres, et à Arthur qui a travaillé avec elle depuis le premier confinement, consultant Wavestone en mécénat de compétences, extrêmement investi sur ce projet. Nicole, es-tu là? Je suis là. C'est à toi. Bonjour à tous. Nicole Hickel, donc déléguée générale adjointe des Petits Frères des Pauvres. D'abord, je vais vous dire quelques mots sur les Petits Frères des Pauvres. Ça fait plus de 70 ans que les Petits Frères des Pauvres agissent auprès des personnes âgées, en priorité donc les personnes les plus démunies et qui souffrent d'isolement. Donc, notre mission, c'est grâce à nos bénévoles, nos 14 000 bénévoles, presque 14 000 bénévoles, c'est de recréer du lien social avec ces personnes, vraiment de leur redonner une juste place, leur juste place dans la société. Alors, la question du numérique nous interroge depuis quelques années. Et en 2018, nous avons réalisé et diffusé une étude sur l'exclusion numérique des personnes âgées. Et nous avons pu dénoncer que plus d'un quart des personnes de plus de 60 ans étaient en situation d'exclusion numérique. Donc, c'est quand même pas neutre, pas rien que ce quart de personnes de plus de 60 ans. Donc, c'était fin 2018. Et nous avions fait un certain nombre de recommandations et entre autres, nous avons défendu l'idée qu'il fallait donner envie d'avoir envie aux personnes parce qu'il y a quand même une résistance au numérique. Donc, donner envie d'avoir envie. Nous avons également soutenu l'idée de favoriser des usages simples dans le quotidien des personnes âgées. Pas uniquement l'aspect accès aux droits et démarches administratives, donc vraiment un usage simple. Alors, depuis quelques temps, depuis quelques années, les bénévoles, il y a des tentatives selon leur appétence pour utiliser des tablettes, des smartphones dans leur accompagnement. Donc, on avait quelques informations sur des expériences au sein de notre réseau. Mais avec l'arrivée de la crise sanitaire et puis le premier confinement, vous avez vu pour tous, le numérique a redoublé d'intérêt pour nous mettre en lien. Et donc, la tablette numérique a fait complètement sens à ce moment-là. Et nous avons eu donc connaissance de certaines expériences de nos bénévoles qui ont permis de mettre en relation des personnes avec leur entourage puisqu'ils ne pouvaient pas sortir, et aussi
je dois le dire, dans certains EHPAD, des personnels qui ont favorisé la connexion et la mise en lien donc via ces tablettes. Donc, nous avons vu l'intérêt du numérique encore plus, de façon encore plus certaine, et nous avons profité de rebondir positivement sur cette crise et cette prise de conscience de l'usage du numérique pour démultiplier l'usage des tablettes. Donc, il s'agissait pour nous d'aider les équipes, d'une part, à s'équiper de matériel, d'autre part, à dépasser aussi les questions techniques de choix de tablettes, d'accès à la connexion, etc. Mais aussi, bien entendu, de faire en sorte que les bénévoles puissent se donner des idées sur les applications. Il y en a de multiples, vraiment. C'est très riche en possibilités pour les personnes accompagnées. Donc, des idées, des échanges de pratiques sur ce qu'on pouvait faire avec ces tablettes. Ça nous a aussi servi pendant la période de l'été, puisque on a aussi donc, emmené des personnes en vacances, mais c'était beaucoup plus, avec les consignes sanitaires, c'était beaucoup plus réduit qu'habituellement. Et grâce à des tablettes, on a pu même les faire voyager virtuellement, ce qui a été très apprécié par certaines personnes accompagnées. Donc, grâce à des partenaires qui nous ont à la fois soit fourni des tablettes, soit aidé à financer l'achat de tablettes, grâce aussi évidemment à Make.org que je remercie, qui a été vraiment très réactif. Dès le début du mois de mai, nous avons pu structurer et conduire le projet grâce aux ressources que nous a mis à disposition Make.org pour conduire et structurer ce projet. Et donc, c'est un projet qui donc prend ses racines sur quelque chose qu'on connaissait et qui nous tenait à cœur, mais qui prend de l'ampleur. Alors, c'est assez récent, hein, puisque ça date du mois de mai, cette structuration et ces étapes. Donc, je vais laisser la parole à Arthur pour vous dire où on en est. Pour nous, c'est un point d'étape et on espère un grand déploiement d'ici quelques temps. Arthur ? Oui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est bon? Alors, merci Tani. Alors, sur cette action, on a dû mettre en place une stratégie de déploiement pour le réseau des petits frères des pauvres, et on a décidé de se baser sur le réseau de bénévoles. Donc, on a commencé par établir leurs besoins, leurs priorités, leurs attentes via un questionnement du réseau, mais aussi de leur laisser la place d'élaborer leurs projets au sein de leurs équipes locales et à leur niveau pour accompagner leurs personnes au mieux et selon leur réalité du terrain. Donc, comme Axel l'avait précisé au début de cette présentation, il y a beaucoup, parfois au niveau des aînés, de rejet du numérique, que ce soit par une méconnaissance ou par une méfiance. Et donc, il faut aider les bénévoles à lever les barrières de l'utilisation du numérique à ce niveau-là. On le fait en les aiguillant avec des ressources d'associations partenaires ou alors en diffusant les expériences au sein de l'association. Et ça permet de mettre en place des projets sur 9 régions sur 12 pour l'instant dans l'association. Alors, la personne que vous voyez sur la photo, là, par exemple, c'est un résident d'une pension de famille qui est située à Paris et qui est issu de la précarité, que ce soit financière ou numérique, et qui n'avait jamais en fait eu de contact avec le numérique avant le confinement. L'animateur socio-éducatif de cette pension de famille a pu utiliser les tablettes pour lui laisser un contact avec les bénévoles de la pension qui ne pouvaient plus venir, ou avec les personnes en dehors de ce petit écosystème qui s'était refermé pendant le Covid. Et puis maintenant, pas à pas, eh ben, il a pu intégrer le numérique dans son quotidien et découvrir cet outil et toutes les possibilités. Donc là, on le voit qui est en train
de jouer à un jeu de stimulation mentale en prenant son petit café du matin, mais c'est vraiment pour souligner que les usages sont multiples et que cette action permet à la fois de réduire l'isolement social, puisqu'on sait que 2/3 des internautes de plus de 60 ans utilisent le numérique comme vecteur de lien social, mais à la fois de faire découvrir le numérique dont une partie de la population était exclue à la population des petits frères des pauvres. Actuellement, on a des projets donc, sur 9 régions sur 12. En cette période de confinement et du coup de refrain des activités, on a quand même plus de 300 personnes âgées qui peuvent utiliser les tablettes. Notre but, c'est évidemment d'accélérer et de pouvoir embarquer toutes les régions et toutes les équipes de bénévoles qui le souhaitent à mettre en place leur propre projet, que ce soit sur des ateliers numériques collectifs, des actions de communication ou d'accompagnement dans les EHPAD, et d'ouvrir aussi cette action à toutes les maisons d'hébergement, d'accueil et de vacances du réseau des petits frères des pauvres pour que l'usage grandisse de façon exponentielle. Merci beaucoup Arthur. Effectivement, donc un immense travail réalisé depuis le premier confinement qui va se poursuivre et qui va certainement s'élargir dans les prochains mois. On réfléchit à une deuxième phase de travail pour continuer de travailler sur cet axe de la lutte contre l'isolement. Je vous propose d'avancer sur la prochaine action. Après avoir parlé isolement, on va parler à nouveau des aidants et on va parler entreprise pour les aidants. Donc, Entreprise pour les aidants, c'est un questionnaire clé en main qui a vocation à être diffusé dans les entreprises pour leur permettre de prendre conscience des bonnes pratiques et de la problématique, de la maturité de la problématique de l'aidant en leur sein. On se dirige au grand groupe, mais vous avez entendu Axel tout à l'heure, effectivement, on essaie de trouver quelque chose de très accessible qui permette de faire monter le sujet également du côté des TPE, PME, au sein desquels il est plus complexe de faire monter cette problématique-là, malgré le fait que d'ici 2050, on aura un salarié sur 4 qui sera aidant. Donc, sujet croissant qu'il faut attaquer assez vite. Ce projet, il est porté par Andéo, Clésia, qui ont un référentiel qu'on a accéléré ensemble. Capandéo, c'est une structure qui labellise des entreprises sur la problématique du salarié aidant, avec un niveau d'ambition assez poussé. Ensemble, on a travaillé sur le premier pas vers cette question de l'aidance pour les entreprises, avec la création d'un questionnaire en ligne extrêmement accessible et qui repose sur tout le savoir-faire du référentiel qui a été co-créé par Andéo et sa sous-structure Capandéo qui gère la partie labellisation et Clésia. Aujourd'hui, où est-ce qu'on en est dans ce projet? On a donc créé la solution, on a pu l'expérimenter d'abord auprès d'entreprises déjà labellisées. Donc, on va parler du groupe, si je ne fais pas d'erreur, du groupe EOL, de France Alzheimer, par exemple, qui sont déjà des entreprises qui ont engagé un processus de label et qui nous ont fait un retour d'expérience critique. Et ensuite, des entreprises, grandes, petites, moyennes, qui ont pu tester également le questionnaire en étant beaucoup moins mûres sur la question, qui ont pu avancer aussi grâce à ça et qui ont pu nous faire des retours critiques sur leur contenu. Donc, je vais remercier à nouveau PwC, Capgemini, Wavestone, et également Culture du Cœur, Petit Frère des Pauvres, côté associatif, 2 PME, OxyLife, qui ont participé au test du questionnaire, et Dior, qui a lancé l'expérimentation au cours d'un événement de lancement avec la présence de Madame Bourguignon, ministre chargée de l'autonomie. Donc, aujourd'hui, on est dans une phase d'articulation avec l'existant, de travail d'articulation avec un dispositif plus large, qui est le dispositif KITED, porté par Clésia Élargir Carco, une réflexion sur son déploiement national. Donc, l'objectif de l'année prochaine, elle est déployée nationalement en l'inscrivant de manière pertinente dans l'écosystème national français. Vraiment essayer de mettre de le faire intégrer par les grands groupes comme les TPE-PME. Peut-être avant de terminer sur cette action, une petite démonstration également pour vous montrer à quoi ressemble ce questionnaire. Donc aujourd'hui, c'est très facile. On vous envoie un emailing et puis vous recevez un lien. Et puis vous arrivez sur, merci Daphné, vous arrivez sur cette plateforme
qui va vous accompagner et qui, au fur et à mesure que vous allez répondre à des questions, vous allez commencer à recevoir des recommandations dans l'immédiat. Donc déjà, une mise en contexte, on vous rappelle que le contenu, il n'arrive pas de nulle part, il vient d'un travail extrêmement approfondi qui avait tourné au cours de la création du label de Capandeo Ecclesia, entreprise engagée auprès de ses salariés aidants. Et ici, on en a extrait le premier pas, la première brique. On va continuer, si ça te va, Daphné. On va juste faire quelques pages pour vous montrer un petit peu l'expérience qu'on a. Donc, quelques premiers éléments de contexte, d'explication sur comment marche le questionnaire. Puis ensuite, on peut enfin se lancer. Donc, on clique sur « Continuer » et on commence à avoir des questions de base. L'objectif ici, je le rappelle, déterminer quelle est la maturité de l'entreprise, se rendre compte qu'en fait, des fois, on a déjà des choses qui peuvent servir aux salariés aidants et à l'inverse, il y a des choses qu'on n'a pas encore et qu'on va pouvoir développer et tout de suite pouvoir recommander des choses à développer. Donc, on va mettre non, par exemple. Non, un diagnostic n'a pas été réalisé. Et donc, tout de suite, je vais commencer à avoir des recommandations, des explicitations au fur et à mesure. Donc, j'avance, je vais commencer à avoir des explications qui vont dépendre en fait de la réponse que je vais apporter à mon questionnaire. Et donc, juste, on va rester sur cet exemple assez court. Mais donc, dans l'idée, en gros, ça va se passer comme ça. On va avoir 12 questions clés qui vont permettre de mesurer le niveau de maturité de votre entreprise, peu importe sa taille, d'obtenir tout de suite des recommandations. Et à l'issue de son renseignement, vous allez recevoir par mail un récapitulatif avec vos résultats, en pièce jointe l'ensemble des recommandations qui vous ont été faites, et puis la possibilité de demander un débriefing gratuit auprès des équipes Capandeo qui pourront expliciter un petit peu vos réponses, échanger avec vos équipes. Donc, simplement, qu'est-ce qu'on peut vous proposer en termes de prochaines étapes? Évidemment, si vous souhaitez renseigner, découvrir le questionnaire, il prend une vingtaine de minutes. Vous pouvez ensuite échanger avec les équipes d'Andeo. Puis, évidemment, valoriser votre engagement sur une action de cette nature-là. Si vous identifiez des partenaires potentiels qui pourraient monter sur le projet, si vous avez d'autres recommandations pour nous permettre de le porter plus loin, de l'inscrire intelligemment dans l'existant et surtout de le booster, évidemment, nous restons à votre écoute sur ce sujet. Voilà pour Entreprise pour les aidants. Alors, on va avancer et cette fois-ci, on va rester sur la problématique des aidants, mais on va se tourner plutôt vers la formation. Avant de donner la parole à Claudie Culac, une petite vidéo pour nous mettre un peu dans le sujet. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons vous parler de la pose de bas de contention. Quant à la technique, cela peut paraître très difficile à mettre. Oui, et puis moi, j'ai toujours peur de faire mal. Nous allons vous donner des conseils pour pouvoir mieux poser les bas de contention. Mais au fait, quelle est l'utilité d'un bas de contention? Il est prescrit par le médecin à toute personne alitée, toute personne présentant des facteurs de risque de thrombose veineuse, c'est-à-dire de phlébite, des varices, mais aussi d'insuffisance veineuse. Donc c'est très utile. Tout simplement parce que les bas de contention compriment la jambe, ce qui permet en fait le sang de remonter plus facilement, plus fluidement vers le cœur. Idéalement, les bas de contention sont posés avant le lever de la personne à aider. Mais d'habitude, la journée commence par la douche. Alors comment faire? Dans ce cas-là, après la douche, la personne aidée s'allonge 15 minutes avant la pose de bas de contention. Donc je m'allonge comme ça. Exactement. Je vérifie l'état de la peau propre, bien sèche, et aussi je vérifie qu'il n'y ait pas de plaie au niveau des jambes. Voici la technique pour préparer vos bas de contention avant de le poser. Vous mettez la main à l'intérieur des bas, vous attrapez le talon, vous retournez vos bas jusqu'à ce que le talon remonte. Vous mettez bien vos doigts à l'intérieur pour pouvoir tirer un petit peu les bas et ils sont prêts à être posés. Bien maintenant, je vais te beaucoup, Daphné. Cette de contention. Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons là pour le petit extrait. Voilà de manière très concrète à quoi ressemble un tuto de la compagnie des aidants qui porte qualification aidant. Claudie, la parole est à toi.
Est-ce que vous m'entendez? Très bien. Vous me voyez? Tout à fait. Ok. Alors, bonjour à tous. Comme vous venez de le découvrir, la Compagnie des aidants dispose d'une plateforme de formation en ligne qui comprend 18 vidéos comme celle-ci, 21 tutoriels et quiz. À partir de ce matériau existant, nous avons travaillé avec l'équipe de MEC.org pour organiser notre parcours pédagogique en 5 modules sur un volet accompagnement de la personne âgée et accompagnement de la personne en situation de handicap. Donc, nous avons structuré le parcours en 5 grandes thématiques. Les gestes, par exemple, comme on vient de le voir, apprendre et maîtriser les bons gestes pour éviter de blesser l'autre ou de se blesser en tant qu'aidant, comme par exemple donc l'utilisation du lève-personne, comment on fait pour faire un transfert du lit au fauteuil. Deuxième thématique, le rôle de l'aidant, on va dire un peu la posture de l'aidant avec appréhender mon rôle, ses enjeux, ses limites à travers de conseils très précieux. Troisième thématique, la vie au quotidien. Là, ce sont des conseils pratiques, prendre du recul sur des problématiques du quotidien, apprendre un ensemble de gestes applicables. Quatrième thématique, comprendre la maladie et le handicap de l'annonce du diagnostic à la fin de vie. Et enfin, cinquième thématique, se faire aider, connaître les aides financières, les démarches administratives, les organismes plutôt qui s'appliquent à ma situation. Avec MEC.org, nous avons développer différents partenariats avec, par exemple, Cross Knowledge, qui est leader dans le domaine de la conception et la création de e-learning, avec le CIH et le CNCPH. Nous avons organisé des focus group avec des aidants et des professionnels de l'univers de la perte d'autonomie. Et lors de ces séances, nous avons constaté la nécessité de délivrer une qualification aux personnes qui ont suivi notre formation afin de leur permettre de trouver ou de retrouver du travail et peut-être de trouver du travail dans les métiers des services à la personne qui sont très en tension. Le cadrage de la qualification de la formation est actuellement en cours. En parallèle, nous avons été sélectionnés parmi de nombreux projets présentés au laboratoire Pfizer pour développer de nouveaux tutos sur les maladies chroniques. En effet, durant le confinement, nous avons constaté une forte utilisation de notre plateforme de formation, puisqu'en 2 mois, ce sont 180 personnes qui se sont inscrites à notre formation, formation en ligne. Les prochaines étapes pour nous, c'est bien évidemment la recherche de fonds pour financer les évolutions de la plateforme, qui sont des évolutions, comme je vous l'ai dit, technologiques, pédagogiques, de contenu, et bien sûr, le processus pour nous mener à qualification aidant. Nous recherchons environ entre 115 000 euros et 150 000 euros. Le lancement est prévu lors des assises des aidants, un événement qui aura lieu, comme il a eu lieu d'ailleurs cette année, lors de la Journée nationale des aidants qui a lieu toujours le 6 octobre de chaque année, donc là, cette année en 2021. Si vous souhaitez nous aider sur ce projet, vous pouvez me contacter à l'adresse mail seculac@lacompagniediesaidants.org. Je répète, seculac@lacompagniediesaidants.org. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de m'avoir écouté et je laisse la parole au prochain projet. Merci beaucoup, Claudie. Donc, effectivement, peut-être le mot de la fin, c'est vraiment, si tu passes la slide, Daphné,
si jamais vous voyez des partenaires potentiellement intéressés qui pourraient vouloir monter sur le financement d'un projet tel que celui-ci, qui a une grande ambition, qui va vraiment apporter une nouveauté dans l'écosystème de formation actuel. Ce type de format n'existe pas aujourd'hui. On n'a pas de formation certifiante, de formation qualifiante et qui pourra valoriser à la fois des soft skills comme des hard skills pour faire la transition vers l'emploi. Évidemment, Claudie reste votre contact de référence et je me tiens à votre disposition si vous avez la moindre question ou le besoin de mise en relation. Sans plus attendre, je vous propose de parler cette fois-ci de cohabitation intergénérationnelle. Nous allons parler de colocation solidaire, un projet qu'on a initié récemment avec 2 associations historiques qui sont vraiment à l'origine du développement de cette offre en France. Je donne la parole à Catherine Garnier d'Ensemble de Génération et Joachim Pasquet du réseau Cohabilis. C'est à vous. Oui. Est-ce qu'on a Catherine et Joachim? Alors, moi, je suis là. Vous m'entendez? Oui, très bien. Ok. Alors, Catherine, tu n'hésites pas. Je ne sais pas si tu es dans les parages. Je Oui, commence. oui, je suis Ah bah là. vas-y, let's go. Non, C'était à moi, pardon, c'était à oui, moi. tout à fait. Excusez-moi. Donc, du coup, l'idée, c'était de vous parler un petit peu de l'impact du plaidoyer pour le développement de la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Sachant, comme vient de le dire Tiny, ça existe depuis 2004 en France. Il n'y avait pas de cadre juridique. On a obtenu en 2018 un cadre juridique avec, en 2020, on va dire c'est pas la finalisation parce qu'il y a encore pas mal de vides juridiques à combler, mais en tous les cas, il y a une charte qui est parue le 13 janvier 2020. Donc ça, c'était un beau succès pour cette année écoulée parce que cette charte est quand même un beau document. Elle précise les modalités pratiques de la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Et c'est une charte qui utilise notamment le terme entraide. Et l'entraide, ce n'est pas quelque chose qui apparaît beaucoup dans notre arsenal juridique en France. C'est pas, on a souvent un client et une prestation, on a du travail, mais le fait d'avoir l'entraide qui est un modèle économique en soi, ce n'est pas forcément quelque chose dont on parle beaucoup. Donc ça, c'est quelque chose d'assez chouette comme résultat. Ça a été une année très forte pour la question de l'habitat partagé. On l'a vu avec l'apparition de cette charte, mais avec l'habitat inclusif aussi, qui est quelque chose qui se développe énormément. Il y a encore eu un amendement qui est passé, en tous les cas, qui a été proposé au Sénat dans le cadre du projet de loi de finances de la sécurité sociale 2021 pour développer le financement de l'habitat inclusif. Donc, l'habitat partagé, c'est un vrai sujet sur tous les fronts, pas que sur les seniors. Il y a les personnes handicapées, il y a plein de choses qui se font. Et puis, un autre indicateur positif pour notre activité solidaire, c'est qu'on a la question du lien intergénérationnel et aussi une question qui monte énormément, puisqu'on l'a vu, un des indicateurs assez clairs qu'on peut avoir, c'est qu'au moment des élections municipales, on a vu fleurir un peu partout des élus dédiés au lien intergénérationnel. Et on a notamment, alors moi sur ma propre commune, à Romainville dans le 93, mais à Paris, Véronique Lovieux est élue, est une maire adjointe, une adjointe à la maire, pardon, dédiée aux seniors et au lien entre les générations. Donc c'est quelque chose. Voilà, ces 2 indicateurs-là, la montée de la thématique de l'habitat partagé et de manière générale, et les élus qui s'intéressent de plus en plus à cette question du lien intergé, c'est plutôt intéressant. Et par ailleurs, on a eu un intérêt alors les gouvernements changent, donc voilà, on est toujours un peu inquiet quand des nouveaux ministres arrivent, parce que ces sujets-là, c'est aussi beaucoup lié à ces petits sujets, on va dire. On ne parle pas de pierre, on ne parle pas de patrimoine, on parle de lien social, et donc ça suppose aussi une sensibilité des personnes en face. Et Madame Bourguignon s'est déplacée, donc la ministre dédiée aux seniors, s'est déplacée dans une association d'ensemble des générations dans les Yvelines pour rencontrer un binôme. Et de notre côté, on avait une intervention d'Emmanuel Vargon à un webinaire qui avait été organisé sur la thématique cohabitation intergénérationnelle solidaire et qui avait regroupé 300 participants, essentiellement, enfin pas essentiellement, que des institutionnels, des CAF, des CARSAT, des mairies, des conseils départementaux. Donc voilà, on voit que le sujet est en train de monter. Et je laisse la parole à Catherine Garnier.
Bonjour à tous, donc Catherine Garnier en Centre de génération. Alors évidemment, on ne peut pas parler de nos aînés sans évoquer la crise sanitaire et particulièrement les 2 périodes de confinement que nous avons vécues. Je vais vous citer d'ailleurs un extrait d'un communiqué de l'Académie de médecine qui est paru en avril. Vaut-il mieux prendre un risque contrôlé en respectant les gestes barrières ou s'étioler dans une solitude sans espoir? Voilà, ce qui exprime bien que nos aînés ont vraiment besoin de liens sociaux. Ce qui a été également confirmé par une étude des petits frères des pauvres où pour 41% des seniors, le confinement a eu un impact négatif sur leur santé morale et 30% ont ressenti une solitude quotidienne. Alors, au sein de l'association, 30% des étudiants sont restés au domicile des seniors et 50% dans le réseau Cohabilis. Les autres prenaient régulièrement des nouvelles de leurs recueillants, ce qui a permis aux seniors de vivre de façon moins brutale cette solitude. D'ailleurs, un témoignage d'un étudiant qui dit « On n'a jamais été aussi proche que pendant ce confinement, j'ai même l'impression de mieux connaître mon accueillant ». Et pour le deuxième confinement, 70% des étudiants donc, sont restés chez leur hôte. Beaucoup disent qu'ils travaillent plus sereinement, dans de meilleures conditions, dans le calme et une meilleure concentration en vue des partiels. Alors aujourd'hui, en cette période de Covid, on constate toutefois une augmentation des seniors malgré le contexte sanitaire et la stigmatisation des étudiants. Ils ont été plusieurs fois pointés du doigt. Voilà, ne rester plus seul, le besoin de liens sociaux deviennent vraiment des priorités absolues pour nos aînés. Bon, on déplore une légère baisse, mais ça c'est le contexte des demandes étudiants en raison de leurs cours en distanciel. Voilà, je vais laisser de nouveau la parole à Joachim qui va vous développer le modèle économique. Oui, merci Catherine. Alors, juste donc sur la question du modèle économique, on a quand même pas mal avancé. On a avancé notamment, on a réalisé une étude pour la CNAV. Cohabilis a réalisé une étude pour la CNAV sur les leviers de développement de la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Et avec un cabinet, l'encadrement d'un cabinet externe. Et pour la petite anecdote, c'est Véronique Rica qui a fait ça, qui est une senior maintenant indépendante, mais qui a passé pas mal d'années chez Solucom, qui maintenant a été, je crois, absorbée et devenue Wavestone avec d'autres structures au fur et à mesure de l'histoire. Voilà, et donc cette étude a été publiée dans la collection Action sociale de la CNAV. C'est toujours, c'est une étude quali hein, sur 30 seniors, ça peut toujours être mis en question. C'est pas, voilà, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais on a quand même pas mal d'indicateurs, et notamment l'idée de ne pas parler des seniors de manière générale, mais de bien commencer à se dire, OK, il y a une segmentation à faire, il faut qu'on connaisse un petit peu mieux tous ces publics-là, donner un peu la place aussi, savoir quelle place on donne aux enfants des seniors de 80 ans et plus, en se disant aussi, ce n'est pas forcément des aidants, c'est quelquefois des co-décideurs. Ils ne sont pas toujours dans une situation d'aide, mais ils sont certainement prescripteurs et co-décideurs, et ils sont quelquefois aidants et accompagnants, et de manière même quelquefois très très lourde. Mais voilà, c'est pareil, le terme aidant familiaux a tendance à stigmatiser tout de suite la position de l'enfant du senior. Or, cet enfant, il est quelquefois pas que aidant, il peut être juste voilà, participant à la vieillesse de ses parents de manière plus souple. Et je pense que c'est pareil, il y a beaucoup de choses à penser dans la communication à adapter, puisque c'est la vraie question de l'année qui va venir avec Make.org, espérons-le. Et puis on a un autre, donc ça, ce levier, la question du développement, ça va forcément parler de modèle économique, c'est-à-dire qu'on doit réussir à se développer davantage pour réussir à améliorer nos modèles économiques, même si nous on a vraiment cette problématique parce qu'on n'est pas des structures capitalistiques, de ne pas pouvoir lever de fonds pour faire des extensions d'activité. Et ça, c'est un truc, quand on est par exemple un service de soins infirmiers à domicile financé à 100% par l'ARS, on fait une extension d'activité de 50 places, on a boum, l'argent qui tombe, c'est dessiné par budget, et l'extension, on a 2 ans pour la faire. Là, nous,
on est encore un peu dans le vague. Ici, des consultants patentés de make.org ont des idées pour mettre en place des systèmes de financement type impact social, contre impact social, ce genre de choses pour nous aider à développer nos activités et à passer à l'échelle. Ça serait vraiment intéressant. J'ai vu que le parti pris était sur la slide. Ça a été clairement dit de finalement pas travailler avec les plateformes. C'est pas qu'on n'aime pas le numérique, on est omnicanal, on a clairement un positionnement numérique, on peut faire la souscription en ligne. On est en train de discuter avec une plateforme qui s'appelle Akiza et qui est très orientée responsabilité sociale, etc., pour voir si on peut pas faire un réseau aussi intégré, etc. Et tout. On sait juste aujourd'hui que les seniors, on les aura pas avec du 100% numérique, et même les jeunes. Toutes les fédés jeunes qu'on est allés voir nous ont dit qu'il faut des structures terrain pour rassurer. On est dans un dispositif de lien humain, on rentre chez quelqu'un et 100% numérique, ça ne pourra pas marcher. On ne fera pas de massification. Si un jour, une structure, une plateforme arrive à le faire, eh ben, on dira banco, c'est très bien. Au passage, sur le modèle économique, si on fait payer 500 € aux jeunes à Paris, ça n'est pas solidaire. Ça n'est pas de la cohabitation intergénérationnelle solidaire, c'est du bail meublé. Il y a des startups qui commencent à faire ça pour justement se trouver un modèle économique parce qu'il n'y en a pas vraiment dans la cohab intergé, c'est pas pour rien qu'on est associatif. Et donc là, je pense qu'il faut faire attention aussi à des gens qui sont en train de dévoyer le dispositif. Et nous, on continue de faire du lobbying auprès de… On a eu le cabinet de Madame Vargon en groupe avec la MFP, la CFDT, l'UNAGE, l'UNCLAGE, etc. pour rappeler que c'est un petit dispositif, c'est un dispositif de niche, mais c'est un chouette dispositif qui apporte beaucoup de valeur et qui pousse l'entraide, la solidarité, et l'entraide est en soi un modèle économique. Il y a aussi un autre petit point sur le modèle économique, enfin qui n'est pas un petit point. On a une grosse étude à 100 KE, un gros truc avec 3 chercheurs, économistes du logement, économistes de la santé, économistes du lien intergénérationnel, qui part à partir de vendredi prochain, le 18 décembre. Et il y a un cabinet à côté qui s'appelle Kelascope Elix, qui bosse beaucoup sur l'innovation sociale, qui est financé à 50% par l'Agir Carco, dans lequel il y a aussi la mutualité fonction publique, il y a la DHUP qui va participer pour justement essayer de trouver un modèle économique aux structures qui accompagnent la cohabitation intergé, parce que c'est un vrai sujet, c'est quelque chose de pas simple. On a aussi, nous, à balayer devant notre porte, on a des problématiques de modèle économique très clairement au niveau de nos structures, et ça, on ne faut pas le nier parce on est loin d'être tout blanc, mais voilà, on est en train de structurer tout ça. C'est une étude qui va durer 1 an, donc voilà, il faudra être patient, mais c'est quelque chose qui est en train d'être lancé. On espère qu'on va arriver à quelque chose. Merci beaucoup, Joachim. Alors, et peut-être simplement pour boucler… Ah oui, pardon. Catherine, tu veux terminer? Oui, il y avait juste… On va faire attention au temps. Très rapidement, vas-y. Concernant les enjeux et la notoriété. Donc aujourd'hui, on constate que nos 2 réseaux déploient ce dispositif sur le territoire national, et on constate que les bienfaits de la cohabitation intergénérationnelle sont mal connus. Donc, il est vraiment nécessaire de communiquer davantage auprès de plusieurs cibles, les aidants, la cible senior, mais également la cible des aidants familiaux qui représentent aujourd'hui 4 millions de personnes, car ils sont soucieux du bien-être de leurs parents et se sentent soulagés et rassurés par la présence de cet étudiant. Donc, pour finir, comment prendre soin de nos aînés, particulièrement en cette période sanitaire? Eh bien, c'est de proposer un étudiant. Voilà, ce n'est pas un risque, mais une chance. Vivre ensemble, c'est mieux vivre. Voilà, merci beaucoup pour votre écoute. Merci beaucoup, Catherine et Joachim. Et donc, effectivement, peut-être un mot de précision sur ce qu'on fait ensemble, parce que vous avez vu, on est devant des acteurs passionnants qui portent le sujet en France. Et nous, aujourd'hui, l'axe de travail qu'on a avec eux, ça va être de faire monter la visibilité de l'offre de cohabitation intergénérationnelle auprès des seniors, qui restent quand même les plus difficiles à atteindre. Donc, c'est vraiment à ce sujet-là qu'on s'attaque aujourd'hui. Donc, on a identifié les axes de consortium avec ces 2 associations cette année, et là, on est dans une grosse phase de diagnostic pour pouvoir enclencher un cycle de travail autour de la communication auprès des aînés sur la cohabitation intergénérationnelle. Comment on fait pour doubler, tripler le nombre de binômes en France grâce déjà à ce type de dispositif. Avant de passer aux actions suivantes, on a un acteur qui est particulièrement enthousiaste sur l'enjeu de la colocation solidaire, des différentes formes d'habitat, la cohabitation intergénérationnelle, de l'habitat inclusif. Je voudrais donner la parole à Anne
de Rognoncourt côté Kérit. Anne, es-tu là? Oui, bonjour, j'active ma vidéo. Est-ce que vous me voyez? Parce que moi, je ne me vois pas. Ah, d'accord. Je ne sais pas si c'est cadré parce que j'ai changé de position et je ne me vois pas. Mais écoute, merci beaucoup, Tani. Donc, en effet, Kérit soutient la grande cause depuis sa création comme membre fondateur. Et cet engagement est complètement en lien avec la raison d'être de Kérit. Kérit, c'est une plateforme de l'immobilier de santé qui a été créée par des acteurs donc, spécialisés dans l'immobilier de santé et qui souhaitaient vraiment contribuer à développer un immobilier de santé plus moderne, plus efficient et vraiment tourné vers l'avenir. Donc concrètement, dans notre quotidien, nous accompagnons les investisseurs, les exploitants de la santé et du médico-social pour la transformation et la modernisation de leurs établissements. Et l'idée de cette modernisation, c'est de répondre aux nouvelles attentes, aux nouveaux besoins des patients, des résidents, mais aussi des soignants. Donc déjà, l'engagement sociétal, on peut dire, est déjà au cœur de notre métier au quotidien, au cœur de nos missions. Et c'est pour ça que c'était tout naturel pour Kérit de soutenir la grande cause autour des aînés, parce que finalement, ça nous donne une occasion supplémentaire de traduire en actions concrètes des convictions qui nous animent au quotidien. Finalement, les questions que pose la grande cause autour des aînés sont les questions que nous nous posons aussi tous les jours. Donc, comment faire pour mieux vivre le plus longtemps possible, dans les meilleures conditions possibles. Des grandes questions aussi autour de quelle société est-ce que nous voulons, dans quelle société est-ce que nous voulons vivre et comment faire pour que nos vieux continuent à être pleinement intégrés dans notre société. Alors, j'aime bien utiliser ce mot de vieux, c'est vrai, maintenant on utilise beaucoup le mot d'aîné, mais je pense qu'il faut pas que ce terme soit péjoratif. Donc, je trouve que c'est un beau terme qu'il faut continuer d'utiliser. Donc, nous sommes convaincus, et cette réponse de colocation solidaire porte aussi cette conviction que la réponse à ces questions ne concerne pas que justement les vieux, mais toute la société et nous tous. Finalement, la consultation citoyenne nous avait appris plusieurs choses. Elle nous avait appris que nous devions permettre à tous de rester à leur domicile autant que possible. Elle nous avait aussi appris que nous devions donner aux jeunes les moyens de s'investir parce que les jeunes s'étaient largement investis dans cette consultation. Et puis, il fallait aussi repenser nos espaces de vie dans des espaces plus inclusif. Et c'est pour ça que Kérit souhaite soutenir particulièrement cette action de colocation solidaire parce qu'il nous semble prendre en compte ces différentes considérations, être complètement en réponse à justement aux attentes et aux enjeux de cette grande cause. Voilà, merci de m'avoir donné la parole. Et en tout cas, continuer ce travail, c'est un très beau projet. Merci beaucoup, Anne. Je vous propose de conclure sur les 3 dernières actions qui sont moins avancées. On va aller un petit peu plus vite. On va surtout essayer de garder du temps pour des questions. Si tu peux passer à la prochaine slide, Daphné, s'il te plaît. On va parler maintenant. Alors oui, pardon, peut-être vous dire, sur colocation solidaire, on n'y est pas encore, mais bientôt, on sera au moment de la mise en œuvre et on vous invitera peut-être à communiquer sur le dispositif auprès de vos propres communautés. C'est une œuvre qui peut être intéressante à la fois pour, Joachim en parlait, pour les parents, pour les aînés, pour leurs enfants, pour des enfants en études. Et évidemment, on sera ravis de vous fournir des supports adaptés pour vous permettre de communiquer sur ce dispositif. Évidemment, si vous voyez des partenaires potentiels qui pourraient être pertinents sur le sujet, faites-le nous savoir et on est toujours preneur de recommandations et de vos commentaires. Donc, je reste à votre disposition là-dessus. Et maintenant, je vous propose d'avancer sur 3 actions qui vont s'activer en 2021 et qui n'ont pas pu avancer au même rythme que les autres à cause de l'année très riche qu'on a pu avoir. Axel en parlait tout à l'heure, nouveau regard sur les aidants. L'objectif ici, c'est vraiment de développer un programme court de sensibilisation du grand public au rôle de l'aidant.
L'idée, ça peut être soit de créer un programme court, soit de l'intégrer dans un programme existant, de travailler avec les associations sur ce sujet, en partenariat avec TF1, avec qui on travaille déjà sur des projets télévisuels. Donc ça fait partie des objectifs 2021. Ensuite, si tu veux passer, Daphné. Silvermarché, donc Silvermarché, même chose, Axel en parlait tout à l'heure, l'objectif ici c'est de développer une plateforme unique qui permet d'accéder à l'ensemble de la technologie disponible pour permettre le maintien de l'autonomie et la prévention de sa perte. Sur ce projet, on a un partenaire qui est Fast Partners qui travaille sur ce sujet-là et dont l'étape de travail actuelle est donc de faire une vraie analyse de marché, comprendre quelle est la solution qu'on pourrait créer avec donc plutôt un objectif de développement pour 2021-2022. Notre objectif, pouvoir toucher 500 000 personnes par an pour leur permettre d'accéder à ces innovations techno au service de l'autonomie. Et si on passe sur la dernière, Mieux chez moi, c'est une action qu'on a réactivée récemment, qui n'avait pas pu être menée pendant le premier confinement et sa suite, et qu'on réactive enfin. On avait pris contact avec l'ensemble de l'écosystème qui porte aujourd'hui la question de l'adaptation du logement. Côté étatique, ça va être très ciblé. Côté cabinet de Normandie, avec qui on a pris contact l'année dernière, il y avait un gros travail autour de l'adaptation de la douche spécifiquement. Et en même temps, on se rend compte que l'enjeu, il est très transverse. Il faut permettre aux citoyens, aux personnes âgées, d'accéder à des accompagnements facilités de A à Z, depuis l'évaluation de l'ergothérapeute jusqu'à la fin des travaux par des artisans suite aux recommandations qui ont été faites. Pour ça, depuis 3 ans, on se rend compte que l'écosystème se développe, que le nombre d'associations sur le terrain qui portent cet accompagnement croît. Et ils sont soutenus par des grands acteurs que sont la Carco, AG2R, Saint-Gobain, La Poste, qui a des projets sur ce sujet-là. Donc notre objectif, c'est de trouver le bon axe pour permettre de les aider à développer ce type de dispositif et les faire connaître du plus grand nombre. Donc ce sera un projet qu'on vous annoncera de manière très formelle en 2021 et sur lequel on est en train de redéfinir notre positionnement. Pour l'ensemble de ces actions, je vous le dis, on est en phase de lancement. Si vous identifiez des partenaires potentiels qui, à nouveau, sont pertinents, notamment dans cette phase de cadrage, si vous avez des recommandations, votre expertise nous sera très précieuse. Je reste à nouveau à votre disposition. Merci, merci Tani. C'était très impressionnant. J'espère que ça vous a plu, ça vous a inspiré. Ce n'était pas des formules toutes faites quand on dit on a besoin de vos commentaires, de vos recommandations, des partenaires sur l'ensemble des actions. C'est une matière vivante. On essaye d'avoir un cap et d'avancer, mais on n'avancera jamais plus vite et plus loin qu'avec vous. Donc, n'hésitez pas à interagir avec nous. Pour finir, j'aimerais de nouveau accueillir Mélanie, qui a développé deux actions qui sont pour vous. Mélanie va vous les raconter. Mélanie, à toi. Merci Axel. Donc, en effet, la première, c'est Vendredi. Donc, Vendredi, c'est une plateforme qui met en relation des associations qui sont à la recherche de ressources humaines pour des missions ponctuelles avec des citoyens en bénévolat et des salariés d'entreprise en mécénat de compétences. La deuxième, c'est une plateforme qui s'appelle Disaster Ready, qui vous propose gratuitement des ressources d'apprentissage pour vous soutenir dans la montée en compétences. Vous retrouverez toutes les informations concernant ces deux nouveaux dispositifs dans la prochaine newsletter qui vous sera envoyée dès demain. Super. Et puis, moi, j'aimerais juste finir par vous dire que cette semaine, nous lançons avec Madame la ministre Brigitte Bourguignon une consultation qui va être plus sur l'autonomie, avec une question qui est comment améliorer la place des personnes âgées dans la société, donc qui va nous permettre de premièrement prolonger la conversation avec les citoyens sur ce thème-là et peut-être d'affiner plus les actions sur lesquelles on est. Elle n'est pas de la même nature que la première consultation qu'on a faite, qui était d'une part beaucoup plus large et puis d'autre part, c'est vraiment une initiative de toute la coalition que vous avez vue. Là, c'est une demande
de la ministre. En revanche, je pense que c'est aussi l'occasion pour nous de, je dirais, concentrer les efforts et de créer le maximum de synergie entre, d'une part, l'action publique et d'autre part, l'action civile. Voilà, donc elle est lancée, je crois, vendredi. La date est quasiment définitive et ça va nous permettre aussi de mesurer dans quelle mesure le confinement et cette année particulière a accentué certains éléments qui étaient sortis dans la première consultation. Donc, c'est une bonne piqûre de rappel. Voilà, merci à tous. Je pense que c'est le moment de passer aux questions. Et là, je pense que le principe, c'est que nous ayons, tous les intervenants puissent mettre leur caméra ouverte et qu'on puisse répondre aux questions s'il y en a. Et je crois que c'est Estelle qui est à la manœuvre sur les questions. Tout à fait. Donc, merci à tous déjà pour vos interventions. Et puis, j'ai une première question à poser pour Virginie. Une question qui est revenue assez souvent. Quel statut ont les organisations référencées sur la plateforme, sur Ma Boussole? Alors, les structures référencées sont tout type de structures publiques, associatives, privées, qui apportent des réponses aux besoins des aînés et des aidants en matière, comme j'ai pu vous le partager tout à l'heure, pour œuvrer en faveur du maintien à domicile et également de l'ensemble des actions de prévention activables pour les aidants, pour les accompagner au quotidien. Merci Virginie. Alors, une question pour Catherine Joachim. Y a-t-il un accompagnement prévu pour les étudiants? Par exemple, des éléments sur les gestes qui sauvent, les numéros à connaître, les points d'attention. Et sinon, pouvez-vous mettre en place un tel accompagnement? Alors, un accompagnement sur les numéros d'urgence, c'est ça que j'ai bien compris? Par exemple, les numéros d'urgence, les gestes sanitaires sur lesquels il faut particulièrement veiller là en ce moment. Alors, on a adapté tous nos contrats et notre méthodologie avec les mesures sanitaires. Donc, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Si eux contractent la maladie, repartir au domicile de leurs parents. Donc, tout ça, ça a été bien inscrit dans tous nos documents. Et bien évidemment, dans le contrat, s'il y a le moins de problèmes, il y a les numéros d'urgence qu'ils doivent contacter. D'accord. Et par exemple, les gestes qui sauvent, des choses comme ça, est-ce qu'il y a des petites formations? Moi, j'aurais tendance à dire, non. C'est possible, évidemment, que quelqu'un soit formé au PSC1 et s'il l'est, c'est très bien. Mais c'est bien précisé et dans la loi et dans la charte que l'étudiant n'a pas une relation de care avec la personne âgée. Elle est dans le lien social. Le lien social a déjà un effet préventif, c'est prophylactique et c'est prouvé, il y a pas mal d'études, la perte d'autonomie, quand on n'est pas seul, elle repousse. C'est vraiment très efficace. Déjà, ne pas être seul, c'est très bien. Évidemment que si le senior tombe, le jeune va appeler les urgences. Mais il n'est pas là pour… Normalement, on recommande plutôt qu'il appelle quelqu'un très vite. Alors après, il va voir la situation. Si le senior, il est tombé, que c'est, je dis n'importe quoi, c'est quelqu'un qui fait un malaise et qu'en fait, il a la capacité de se relever, etc. Mais s'il reste, par exemple, inanimé, on ne va pas conseiller aux jeunes de trop toucher la personne. Voilà. Donc, c'est intéressant. Enfin, on est sur la frontière. Évidemment que si le jeune a ces notions-là, mais je pense qu'il faut faire attention à ne pas le mettre dans une situation de care et le faire basculer de ce côté-là parce que ce n'est pas son rôle. Eh ben voilà pour les questions qui ont été posées. On nous demande aussi si on travaille avec les départements sur l'ensemble des projets. Peut-être que Tani, tu peux répondre à ça. Alors effectivement, on est toujours en lien avec les institutions publiques, que ce soit à l'échelle nationale comme à l'échelle locale. De manière active, en ce moment, on est en lien avec les conseils départementaux plutôt côté Bretagne pour Ma Boussole Aidant. On est en lien avec eux sur d'autres projets Make, sur d'autres grandes causes. Mais sinon, on a un lien régulier avec le cabinet Bourguignon,
et notamment avec Vincent Léna. Et puis effectivement, notre idée, c'est que dès qu'on est en phase d'expérimentation ou de déploiement, on articule avec les dispositifs territoriaux, sinon ça n'a pas de sens. Donc on a vraiment un sujet autour de déjà informer sur ce qu'on fait, embarquer et puis y aller ensemble. Donc déjà, on inscrit notre action dans la feuille de route ministérielle pour entrer en cohérence avec. Et puis derrière, évidemment, on cherche à s'articuler au maximum avec les départements, les territoires de manière générale. Aujourd'hui, de manière active sur ma boussole et puis demain sur l'ensemble des projets. Je voudrais donner la parole à Claudie qui souhaite dire quelque chose. Claudie, on vous écoute. Vous m'entendez ? Ok. En fait, je voudrais réagir aux propos de Joachim parce que je pense que nous sommes tous très complémentaires quand il s'agit du bien-être des personnes âgées. Bien évidemment que ce jeune qui vient habiter au domicile de cette personne âgée n'est pas une aide à domicile, hein, on est bien tous d'accord. Cependant, je pense qu'il pourrait tout à fait se connecter sur notre plateforme de formation en ligne pour visualiser quelques tutos qui pourraient le rassurer au cas où. Parce que quand vous dites une personne qui a chuté, c'est pas si simple de la relever. C'est pas simple pour elle, comme c'est pas simple pour la personne qui relève. Et je pense qu'à partir du moment où on fait le choix d'aller vivre chez une personne qui est en perte d'autonomie, eh bien, ce serait pas si mal que ces jeunes puissent visualiser les tutos de notre plateforme. Voilà ce que j'avais à dire. Je vous remercie de m'avoir donné la parole. Eh bien, écoutez, on n'a plus de questions, donc on vous remercie tous infiniment pour ce beau moment d'échange. Donc voilà, Axel, je te redonne la parole pour la conclusion. Ouais. Merci. Moi, je voulais dire deux choses. Quand on travaille sur plusieurs grandes causes et on n'est pas les experts de tout, c'est vous les experts. C'est vous qui savez, on est vraiment des catalyseurs à votre service. Néanmoins, on a été particulièrement touché par cette cause des aînés. Par rapport à d'autres causes parfois plus violentes comme les violences faites aux femmes ou les violences faites aux enfants, par exemple. Parce que ce qui nous a touchés, c'est que tout le monde était concerné. Tous dans un lien à ses grands-parents, à ses parents, dans son lien à soi-même, touché d'une part à d'autre, ce que vous savez parfaitement, mais que nous avons découvert. Et ça a généré dans l'entreprise un engagement particulier que je voulais vraiment saluer ici. Je voudrais vraiment remercier les équipes qui ont bossé et qui bossent. Chez MEC, il y a plus de 30 personnes qui ont travaillé sur cette cause, mais si je prends ne serait-ce que les équipes qui ont été sur cette grande cause, je voulais remercier Estelle, Mélanie, Daphné, Manon, Tani, Arthur, Rémi, Céline. Je suis sûr que j'en oublie, donc je m'excuse déjà pour ceux que j'oublie, mais je voudrais vraiment les remercier chaleureusement. Et puis, je voudrais vous remercier, vous, d'être venu à bord il y a quelques temps, de nous suivre, que vous soyez porteur d'action ou juste expert. Peut-être que les causes n'ont pas été dans la direction de ce que vous contribuez, mais voilà, on est là pour vous aider. N'hésitez pas à rebondir. N'hésitez pas à revenir vers nous. C'est que collectivement qu'on pourra changer les choses. Merci à tous. Merci encore et à très bientôt.